tu n'étais qu'un remplaçant sans importance, tu ne méritais pas cette prime, m'a lancé mon frère, les mâchoires serrées, lors du dîner. Je l'ai regardé calmement et j'ai simplement dit, alors débrouille-toi sans mon aide, tout en gelant silencieusement tous les comptes bancaires et en suspendant chaque forme de soutien. Je m'appelle William, j'ai 33 ans, et dans ma famille, j'étais celui qu'on voyait sans vraiment le regarder. Pas tout à fait invisible, mais juste assez présent pour qu'on me demande un service, puis qu'on m'oublie une fois la tâche accomplie. Très tôt, j'ai compris qu'au sein d'une famille bruyante, théâtrale et incapable d'assumer ses responsabilités, la discrétion était la seule manière de préserver un semblant de paix intérieure. Alors que les autres se nourrissaient de drames et de reconnaissance, moi j'ai construit ma vie dans le calme. J'ai financé mes études moi-même, trouvé un poste stable dans le secteur financier numérique, et je n'en ai jamais parlé avec fierté. Pendant ce temps, mon petit frère Thomas s'assurait que tout le monde connaissait son prénom. C'était le préféré de papa. Il se prenait pour un génie, maman le défendait toujours, et le reste de la famille le soutenait, même lorsqu'il sabotait chaque opportunité. J'étais celui sur qui on pouvait compter, le discret, celui qui offrait des cadeaux choisis avec soin, qui apportait son aide sans jamais rien attendre en retour. Mon rôle n'avait rien de remarquable, mais il fonctionnait, et tout le monde s'y était habitué sans même y réfléchir. Il y a quelques mois, j'ai reçu une prime annuelle correcte. Pas de quoi bouleverser ma vie, mais assez pour me sentir enfin reconnu. Je n'en ai parlé à personne. Peut-être ai-je simplement souri un peu plus souvent. C'est peut-être ce détail qui m'a trahi. Ou peut-être ai-je fait une erreur en proposant d'aider à organiser la fête de départ à la retraite de papa. Je pensais faire quelque chose de bien. Papa avait travaillé pendant 40 années dans la même entreprise de transport, et il partait à la retraite en tant que directeur régional. Il en était fier, même s'il ne l'exprimait pas. Je m'étais dit que je pouvais payer la compte pour louer la salle et peut-être lui offrir une jolie montre en souvenir. Rien d'ostentatoire. Mais quand j'ai partagé quelques idées, Thomas a souri et m'a dit « Ne te casse pas trop la tête, tu sais bien qu'il se fiche des trucs luxueux. » Il a aussi mentionné que tante Anna s'occupait déjà du traiteur, en précisant qu'elle avait tout pris en charge. Puis, comme souvent, Thomas m'a ignoré d'un geste. La fête s'est tenue dans un petit domaine en périphérie, un endroit que papa avait mentionné une fois, en passant. Anna a expliqué qu'ils avaient eu une réduction parce qu'une de ses amies y travaillait. Tout le monde agissait comme si tout cela était simple. Mais en arrivant sur place, en découvrant les bouchées de homard, les plateaux de fromage fin, le gâteau personnalisé avec une figurine en sucre représentant papa au volant d'un chariot élévateur, j'ai tout de suite compris que cela avait coûté cher. Je n'ai rien dit. J'ai simplement souri et aidé à placer les cartons de nom, pendant que Thomas faisait des plaisanteries avec les serveurs comme s'il était l'organisateur de la soirée. Papa avait l'air serein, à sa manière discrète. Il m'a adressé un léger hochement de tête, son geste habituel pour dire merci. Je croyais que cela me suffirait. Mais au milieu du dîner, alors que tout le monde bavardait et portait des toasts, Anna s'est levée, a tapoté son verre et a dit « Je voudrais dire à quel point cette soirée est magnifique. Et nous n'aurions jamais pu l'organiser sans l'aide généreuse de notre neveu préféré. » Elle s'est tournée vers moi, souriante, et a ajouté « Danny, merci d'avoir partagé ta prime. C'est elle qui nous a permis de financer le traiteur. J'espère que tu ne m'en veux pas, les gens ont ri. » Thomas s'est renversé sur sa chaise et a ajouté « Considère ça comme un remboursement pour le fait d'exister. » Il riait comme si c'était une plaisanterie brillante. Certains convives ont ri, d'autres semblaient mal à l'aise. Papa, lui, n'a même pas réagi, concentré sur sa viande. Je suis resté figé, clignant des yeux, en me demandant si j'avais bien entendu. Mais je ne m'étais pas trompé. Ma tante venait d'annoncer à toute l'assemblée qu'elle avait utilisé ma prime, celle que je n'avais confiée à personne, pour financer un repas que je n'avais même pas approuvé. Et Thomas en avait fait une blague. Je voulais demander comment il l'avait su. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai simplement gardé ce même sourire prudent que je portais depuis des années. J'ai siroté mon verre, acquiescé, et je suis resté silencieux pendant 1 heure. J'ai circulé dans la salle comme un fantôme. J'ai versé de l'eau, serré la main des collègues de papa, complimenté le gâteau, comme si je n'avais pas été trahi ni humilié. Thomas m'a tapé dans le dos à un moment et a dit « Tu joues bien le jeu », comme si j'étais un chien qui n'avait pas mordu. J'ai ri avec lui, puis j'ai prétexté avoir besoin d'air. Je suis sorti sur la terrasse et j'ai sorti mon téléphone. Il y a une chose que les gens ne comprennent pas lorsqu'on reste silencieux toute sa vie. Ils finissent par penser qu'on est inoffensif. Ils oublient qu'on observe tout. Et ils oublient aussi tout ce qu'on fait discrètement, dans l'ombre. Ce que tante Anna ne savait pas,
c'est que la facture du traiteur qu'elle a réglée était rattachée à un compte bancaire partagé que j'avais créé il y a plusieurs années pour aider Thomas dans une de ses premières idées d'entreprise. Avec le temps, ce compte était devenu le fonds d'urgence principal de la famille. Pour les réparations de voitures, les loyers manqués, les voyages de dernière minute, dont personne ne m'informait avant d'avoir déjà tout dépensé. Je continuais d'alimenter ce compte, souvent par culpabilité. Mais ce soir-là, je ne ressentais aucune culpabilité. Je me sentais concentré. J'ai ouvert toutes les applications bancaires ou de gestion familiale auxquelles j'étais encore lié. Le forfait téléphonique, le compte de vidéo en ligne, l'épargne partagée, les virements automatiques que j'avais mis en place pour aider papa et maman à payer leurs factures après sa retraite. J'ai tout mis en pause. Une à une. Puis j'ai ouvert une autre application. Celle-ci était liée à un compte que tante Anna avait co-signé avec moi, il y a bien des années. À l'époque, elle m'avait supplié de l'aider à améliorer son score de crédit pour un prêt. J'avais complètement oublié que j'étais encore co-titulaire de ce compte. Apparemment, elle aussi. Il y avait une belle somme d'argent dessus. Mais pas pour longtemps. En quelques clics, j'ai retiré les fonds et fermé le compte. J'avais un plan, un enchaînement d'étapes très précis. Car s'il y a bien une chose que j'ai apprise en travaillant dans la finance numérique, c'est comment faire s'effondrer un système en silence, petit à petit. Quand je suis rentré dans la salle, les desserts étaient déjà servis. Personne n'a remarqué que je rangeais discrètement mon téléphone dans la poche intérieure de ma veste. Thomas riait avec sa fiancée à propos de quelque chose sur son écran. Tante Anna discutait joyeusement avec quelques collègues de papa. Je n'ai salué personne. Je suis juste parti, calmement, discrètement, comme on m'avait toujours connu. 15 minutes plus tard, j'étais garé devant chez moi, dans le silence. J'imaginais ce qui devait se passer au domaine. Les téléphones qui vibrent, les regards interloqués, chacun se précipitant pour consulter ses comptes et appeler les autres. Je suis entré, j'ai posé mon téléphone, et je commençais tout juste à me détendre quand j'ai entendu frapper à la porte. Je n'avais même pas eu le temps d'enlever ma veste que la sonnette a retenti à nouveau, 2 fois cette fois, plus pressante. Pendant un instant, j'ai pensé à ne pas répondre, les laisser baigner dans leur panique. Mais je n'ai jamais aimé les scènes de théâtre, du moins pas celles qui sont visibles. Alors j'ai ouvert. C'était Thomas. Ses cheveux étaient en bataille, comme s'il avait couru sous la pluie, alors que le ciel était parfaitement dégagé. Sa cravate était défaite, son visage passait de la confusion à l'accusation, comme un enfant découvrant que la confiserie avait fermé plus tôt. Derrière lui, j'ai aperçu le SUV argenté de tante Anna, garé au bord du trottoir, les feux de détresse clignotant comme un avertissement silencieux. « Mec » a-t-il lâché, comme si le mot lui avait résisté, « qu'est-ce que tu as fait ?» Je n'ai rien répondu. J'ai juste haussé un sourcil calmement. « Nos cartes ne fonctionnent plus » a-t-il poursuivi. « Les comptes, les factures de papa et maman, mon appli de paiement, tout est bloqué. » Qu'est-ce qui se passe? J'ai légèrement incliné la tête, ma voix est restée posée. Je suis simplement ton conseil. Thomas a cligné des yeux. Quel conseil? J'ai souri. Tu m'as dit que je devais vous rembourser le fait d'exister. C'est fait. Il est resté figé, comme si son esprit n'arrivait pas à suivre. Tu es ridicule. C'était une blague. Anna a mal compris. Je me suis adossé à l'encadrement de la porte, les bras croisés. Elle n'a rien mal compris. Elle savait exactement ce qu'elle faisait. Et toi aussi. Vous le faites tous depuis des années. Vous avez utilisé ma gentillesse comme si elle vous était due. Comme si j'étais juste celui qui paie et qui ne dit jamais rien. Tu sais ce qui est ironique? J'ai longtemps cru que rester silencieux me rendait fort. Mais en réalité, cela vous a seulement permis de m'ignorer, sauf quand vous aviez besoin de quelque chose. Thomas a avancé d'un pas, baissant la voix comme si on était subitement dans la même équipe. D'accord, peut-être qu'on a déconné. Mais tu ne peux pas tout couper comme ça. Ça touche papa, maman, leur loyer, ses médicaments. J'ai inspiré profondément. Ne commence pas à me faire culpabiliser. Vous avez fait vos choix. Vous vouliez une grande fête que vous ne pouviez pas vous permettre, et vous l'avez eue. Vous pensiez que je paierais et que je resterais silencieux. Mais ce temps-là est terminé. Derrière lui, tante Anna est descendue du SUV. Le bruit sec de ses talons sur l'allée sonnait comme des coups secs. Elle s'est approchée avec l'air d'entrer dans une réunion qu'elle allait forcément dominer. « William » a-t-elle dit avec cette voix douce qu'elle réservait uniquement quand elle voulait obtenir quelque chose, « on peut discuter comme des adultes ?» Cette crise ne sert à rien. J'ai ri.
Une crise? Non, Anna. Tu veux voir une vraie crise. C'est dire à toute une pièce que tu as utilisé la prime de quelqu'un sans même lui demander. Ça, c'était ta scène. La mienne, c'est juste un rééquilibrage silencieux. Anna a grimacé en entendant ce mot. Thomas semblait vouloir répliquer, mais j'ai levé la main pour l'arrêter. Si vous voulez que je remette les choses en marche, voici mes conditions. Je veux un relevé complet de chaque euro retiré de ses comptes au cours des 12 derniers mois. Chaque reçu. Thomas doit être retiré des factures. Anna doit se désengager de tout compte où figure mon nom. Je veux sortir définitivement de toutes les finances partagées. Et je veux de vraies excuses. Thomas a soufflé bruyamment. C'est absurde. Tu joues à un film dramatique. Non, ai-je dit en avançant juste assez pour les faire taire tous les deux. Je réagis comme quelqu'un qui a enfin compris le manège. Et je refuse de continuer à jouer le rôle qu'on m'a imposé. Anna a croisé les bras. Très bien. Sois dramatique. Mais n'espère pas que quelqu'un t'aide le jour où ce sera toi qui en auras besoin. J'ai souri. Cela fait 15 ans que je me débrouille seul. La seule fois où j'ai eu besoin de quelque chose, c'était quand j'ai eu besoin de poser des limites. Et maintenant, je les ai. Ils sont restés là quelques secondes, sans doute en espérant que je changerais d'avis ou que je m'excuserais. Mais quand je ne l'ai pas fait, Thomas a tourné les talons en marmonnant quelque chose entre ses dents, puis il est parti furieux vers la voiture. Anna est restée un instant de plus. Elle m'a lancé un regard mêlant déception et condescendance, comme si elle voulait se convaincre qu'elle valait mieux que moi. Mais elle n'a réussi ni l'un ni l'autre. Elle l'a suivi. Le SUV s'est éloigné lentement, comme s'ils attendaient que je coure après eux pour supplier leur pardon. Mais je ne l'ai pas fait. Je suis simplement resté là, debout sur le perron. L'air du soir était paisible et, pour la première fois depuis des années, ce silence ne ressemblait pas à une pression. Il ressemblait à une force. Je suis rentré, j'ai versé un verre d'eau et me suis assis devant mon ordinateur. Les notifications continuaient à tomber. Des courriels des banques, des messages automatiques d'erreurs liées au compte gelé, et quelques appels manqués de papa. Je ne pensais pas que ce serait lui le premier à tenter de me joindre. Et pourtant. Son nom s'affichait sur l'écran. Je l'ai regardé pendant quelques secondes, puis j'ai laissé sonner. S'il voulait parler, très bien. Mais pas ce soir. Ce soir-là, la maison était calme. L'argent sur les comptes m'appartenait à nouveau. Et pour l'instant, cela suffisait. Mais le lendemain allait amener la véritable tempête. Celle d'une personne que je n'avais pas encore entendue. Ma mère. Et elle ne reste jamais silencieuse bien longtemps. Lorsque je me suis réveillé le lendemain, il y avait 5 appels manqués et 2 messages vocaux, tous venant de maman. Le premier message avait été laissé peu après minuit. Il était court et sec. William, appelle-moi quand tu entends ça. Il faut qu'on parle. Le second, laissé à 6h12, était plus long. Elle ne semblait pas en colère. C'était pire. Elle semblait épuisée, comme quelqu'un qui vient de réaliser que le sol sous ses pieds se fissure, sans savoir si elle peut encore le réparer. Danny, je ne sais pas ce qui se passe, mais ton frère et ta tante disent que tu as tout coupé. Les comptes, les virements, même les cartes pour les courses. J'ai essayé d'acheter de l'insuline ce matin, et la carte a été refusée. Qu'est-ce qui se passe? S'il te plaît, appelle-moi. Elle a terminé le message par un soupir. Pas un soupir culpabilisant, juste un soupir calme. De ceux qu'on entend quand une personne comprend enfin qu'elle n'a plus le contrôle. Je ne l'ai pas rappelé tout de suite. À la place, je suis allé marcher. Sans musique, sans téléphone. Juste moi, dans un sweat à capuche, traversant une ville qui me connaissait à peine, qui n'attendait rien de moi. En passant devant la boulangerie du coin, là où je prenais un café avec papa une fois par mois dans notre unique tentative de rapprochement, je me suis souvenu de la première fois où j'avais couvert Thomas. J'avais environ 16 ans. Il avait séché les cours et menti à ce sujet. Je l'avais soutenu, parce qu'il m'avait dit que maman pleurerait si elle l'apprenait. Ensuite, il s'agissait de cacher un PV, puis de lui donner de l'argent pour le loyer, puis de co-signer un prêt. Les services rendus devenaient plus importants, les remerciements de plus en plus rares, puis ils ont disparu complètement. Il ne me voyait plus comme un frère attentionné, mais comme un système de soutien. Quand je suis rentré à la maison, le groupe familial était en ébullition. Ce même fil de discussion qui contenait d'habitude des blagues gênantes de mon oncle et des photos des plats brûlés de Anna était devenu un champ de bataille. Les messages arrivaient toutes les quelques minutes. Thomas avait écrit « J'espère que t'es content,
maman n'a même pas pu acheter ses médicaments aujourd'hui. Beau geste mec. Anna avait ajouté, tu as fait passer ton message, maintenant remets tout en ordre. Maman m'avait envoyé, est-ce qu'on peut discuter sans que tu punisses tout le monde? Les gens commencent à avoir peur. Oncle Karl avait écrit, qu'est-ce qui s'est passé avec les comptes? La facture de gaz a été rejetée ce matin. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Pas encore. À la place, j'ai envoyé un message privé. Un seul. Et uniquement à maman. Je t'appellerai à 14 heures. Sois seul. Pas de Thomas. Pas de Anna. Si tu ne peux pas, on ne parle pas. Elle a lu le message immédiatement. J'ai vu les petits points apparaître et disparaître pendant de longues minutes. Puis elle a répondu. D'accord. À 14 heures précises, j'ai appelé. Elle a décroché dès la première sonnerie. William. Sa voix était douce, mais une tension était dissimulée derrière. Salut maman. Il y a eu une pause. Ce n'est pas toi. Tu n'es pas quelqu'un de froid. Cette phrase m'a blessé. Non pas parce qu'elle me surprenait, mais parce qu'elle était si prévisible. Elle avait ignoré tout ce qui avait mené à cette situation, et était passée directement à ce qu'elle savait faire de mieux, me faire passer pour le méchant. Je n'ai pas mordu à l'hameçon. Je ne suis pas froid, ai-je dit calmement. Je trace une limite. C'est différent. Tu as coupé mes médicaments, a-t-elle répliqué. Non, ai-je répondu. C'est Thomas qui a rattaché tes prescriptions à une carte partagée dont je suis le propriétaire et que je finance, sans même me consulter. Je ne t'ai pas bloqué. J'ai simplement repris ce qui m'appartient. Elle n'a rien dit pendant quelques secondes. Je pouvais presque entendre ses pensées tenter de suivre. Tu ne nous as jamais imposé de limite avant, a-t-elle enfin dit. Peut-être que c'est ça, le problème, ai-je répondu. Peut-être que vous vous étiez trop habitué à ce que je n'en mette jamais. Tu ne trouves pas que c'est un peu excessif, a-t-elle demandé. Nous sommes ta famille. On n'est pas parfait mais... Maman, ai-je dit avec plus de fermeté que jamais dans ma vie, est-ce que tu sais au moins comment ils ont su pour ma prime? Elle a hésité. Thomas a vu quelque chose sur ton ordinateur pendant Thanksgiving. Je crois qu'il l'a dit à Anna. Donc, il a fouillé mes fichiers personnels, tout en faisant semblant de regarder un film chez moi. Silence. Tu le savais, ai-je demandé. Nouveau silence. Je ne l'ai pas arrêté, a-t-elle murmuré. Je pensais que ce n'était pas grave. Et voilà. J'ai laissé ce moment s'installer, comme un courant d'air froid. La même femme qui m'appelait autrefois sa force tranquille avait laissé mon frère fouiller dans mes finances personnelles, comme si ce n'était rien, simplement parce qu'elle pensait que ce n'était pas grave. Ce n'est pas moi le méchant ici, ai-je dit. Ma voix était plus stable que je ne l'aurais cru. Mais je ne vais plus continuer à soutenir un système qui ne me voit que comme un outil. Sa voix s'est brisée. Je ne veux pas te perdre. J'ai fermé les yeux. Alors arrête de laisser les autres me traiter comme si je ne comptais pas, elle n'a pas répondu. Je suis prêt à aider, ai-je ajouté. Mais désormais, ce sera selon mes règles. Je vais te donner une carte prépayée uniquement pour tes médicaments. J'aiderai papa s'il me contacte directement. Mais Thomas et Anna, eux, c'est terminé. Définitivement. Et si j'entends une seule plainte à ce sujet, une seule, ce sera fini. Plus de discussion. Plus d'aide. Plus rien de moi. Elle a reniflé. D'accord. Je suis sérieux, maman. Je sais. Nous avons raccroché peu après. Je ne me sentais pas victorieux. J'étais épuisé. Mais je ressentais aussi autre chose, quelque chose de limpide. Comme si j'avais évacué une toxine. Comme si j'étais enfin sorti d'une histoire qui n'avait jamais vraiment été la mienne. Ce soir-là, j'ai transféré juste assez d'argent pour couvrir ses médicaments du mois, vers une carte verrouillée. Elle n'a pas répondu à mon message contenant les informations, mais elle l'a utilisé dans l'heure. Thomas, en revanche, n'était pas prêt à s'arrêter. Dès le lendemain matin, mon nom circulait dans un groupe bien choisi de membres de la famille élargie. Des cousins que je n'avais pas entendus depuis des années m'ont soudainement écrit comme si j'avais perdu la tête. Des captures d'écran de publications sur les réseaux sociaux ont commencé à arriver. Les statuts de Thomas étaient remplis de citations passives agressives, et un message particulièrement élégant de tante Anna disait « Quand quelqu'un vous montre qui il est vraiment, croyez-le. Surtout s'il utilise son argent pour se sentir important. » Celui-là, je l'ai capturé et j'ai souri. Parce que s'il pensait que la tempête était passée,
ils n'avaient aucune idée de ce qui les attendait. Je leur ai laissé une semaine entière. 7 jours complets pour se calmer, réfléchir à leurs actes, peut-être même s'excuser, si un miracle se produisait. Mais au lieu de cela, Thomas a redoublé d'efforts. Le mardi, il a publié une vieille photo de nous à la fac. On me voyait à côté de lui, souriant maladroitement dans un bar, clairement la 3e roue à côté de sa petite amie de l'époque. Sa légende disait, certains oublient d'où ils viennent. D'autres n'ont jamais eu besoin d'acheter leur valeur. C'était suffisamment vague pour que les inconnus ne remarquent rien, mais tous ceux qui connaissaient l'histoire comprendraient. C'était un message soigneusement écrit pour me faire passer pour le méchant dans sa version du récit. Le vendredi, ma cousine Emma m'a envoyé un message privé. Écoute, je ne veux pas m'en mêler, mais ça devient tendu. Anna dit que tu as pris de l'argent à la famille. Thomas affirme que tu as vidé des comptes qui ne t'appartenaient même pas, je n'ai pas répondu. Je ne me suis pas défendu. Parce que voici ce que j'ai compris ces dernières semaines, s'expliquer face à des gens qui tiennent à mal te comprendre est une perte de temps. À la place, j'ai commencé à rassembler des preuves. Capture d'écran, historique de compte, liste de transactions, une chronologie complète de qui avait dépensé quoi, quand et où. Cela remontait à plus d'1 an. J'ai tout organisé dans un document PDF propre, que j'ai nommé, pour transparence, et je l'ai mis dans un dossier privé sur Google Drive. Puis j'ai envoyé un court message dans le groupe familial. Puisqu'il y a eu beaucoup de récits créatifs, j'ai tout documenté. Merci de vérifier les faits avant de répandre la fiction. J'ai partagé le lien, mis le groupe en sourdine, et je me suis déconnecté. Ce qui a suivi n'a pas été une explosion. C'était plutôt un effondrement lent et chaotique. Il s'est avéré que Thomas avait pris bien plus que sa part des économies communes. Il avait redirigé un des dépôts de retraite de papa pour rembourser sa propre facture de carte de crédit. Il avait dit à maman qu'il s'occuperait des impôts fonciers, mais il ne l'a jamais fait. Quant à Anna, elle avait discrètement relié certains achats professionnels à une carte de secours rattachée à l'un de mes comptes. Ce fameux gâteau en pâte à sucre pour la fête de départ à la retraite de papa, il avait été facturé à mon nom, des mois avant même que je ne sois au courant de l'existence de cette fête. La vérité a commencé à se répandre, non pas bruyamment, mais lentement, régulièrement, comme une fuite d'eau derrière un mur. Quelques proches m'ont écrit en privé. Je ne savais pas, m'a dit l'un. Un oncle m'a même appelé pour s'excuser d'un commentaire sarcastique qu'il avait fait la semaine précédente. Je n'avais pas besoin de leur approbation, mais voir les mensonges s'effondrer sous leur propre poids, cela apportait une forme de satisfaction. Pourtant, ce n'était pas suffisant. Parce que Thomas et Anna n'avaient pas seulement volé de l'argent. Ils avaient pris des années de mon silence et les avaient tordus pour leur faire dire que j'étais d'accord. Et maintenant, ils tentaient de réécrire l'histoire. Je ne pouvais pas laisser passer cela. Alors j'ai fait quelque chose qui m'a fait trembler les mains. Non pas de peur, mais à cause de l'adrénaline de faire enfin ce qui devait être fait. J'ai rédigé 2 documents juridiques. Le premier était une révocation formelle de la procuration financière que j'avais donnée à Thomas il y a 4 ans, alors que je me remettais d'une opération. Je l'avais complètement oublié, mais lui non. Il avait gardé une copie et s'en était servi discrètement pour accéder à des informations communes, en prétendant qu'il aidait. Le second document était une lettre de mise en demeure adressée à Anna. Elle exigeait le remboursement d'achats professionnels non autorisés, pour un montant légèrement supérieur à 4 200 €. J'y avais joint des captures d'écran, des dates précises, et le tout avait été imprimé sur le papier à en-tête de mon avocat, un ancien camarade d'université aujourd'hui spécialisé en droit des affaires. La lettre lui donnait 30 jours pour répondre, sinon je porterais l'affaire devant le tribunal des petites créances. J'ai envoyé les 2 lettres un lundi. Le mercredi, Thomas n'arrêtait plus d'appeler. Le vendredi, Anna avait contacté mon avocat pour tenter de négocier. J'ai dit non. Qu'il stresse. Qu'il remplisse des chèques. Qu'il découvre enfin ce que cela fait quand la personne sur qui il comptait cesse de donner, et commence à demander des comptes. Quant à mes parents, la situation était plus compliquée. Un matin, papa m'a appelé. Je ne veux pas prendre parti, a-t-il dit. Je suis resté calme. Alors ne le fais pas, ai-je répondu. Mais sache une chose, le silence n'est pas neutre. C'est juste une manière discrète de dire que tu es d'accord avec ce qui se passe. Il ne m'a pas contredit. Il a simplement poussé un long soupir et dit, je n'ai jamais voulu que les choses aillent aussi loin. J'aurais pu lui dire que les choses étaient allées trop loin depuis longtemps, qu'il avait juste choisi de ne pas voir. Mais je ne l'ai pas dit. J'ai simplement répondu, alors fais mieux. Maman, elle, est restée plus discrète. Elle a utilisé la carte prépayée sans rien dire.
Mais environ 2 semaines après l'effondrement de tout, elle m'a envoyé un courriel. Pas un message, ni un appel. Un vrai courriel. L'objet était « Je suis désolé ». Dans ce message, elle reconnaissait qu'elle savait plus qu'elle ne voulait l'admettre. Elle a avoué que Thomas l'avait manipulée, qu'elle m'avait vu me faire exploiter, et qu'elle s'était convaincue que « c'est ce que font les familles ». Elle n'a pas cherché d'excuses. Elle n'a pas supplié. Elle a simplement dit qu'elle avait honte, et qu'elle espérait qu'un jour, je reviendrais dîner à la maison. Je n'ai pas répondu immédiatement. J'ai laissé ce message reposer en moi pendant quelques jours. Puis je l'ai appelée. Nous avons parlé pendant presque 2 heures. Nous n'avons pas tout résolu. Mais pour la première fois de ma vie d'adulte, elle m'a écouté. Vraiment écouté. 1 mois plus tard, Thomas m'a remboursé intégralement. Il n'y a pas eu de procès. Il savait qu'il allait perdre. J'ai appris qu'il avait emménagé dans un appartement plus petit. Et selon les rumeurs, il essaie à nouveau de se lancer dans les crypto-monnaies. Certaines personnes n'apprennent jamais. Anna, quant à elle, a voulu faire la maligne. Elle a proposé de me rembourser par petits versements, tout en continuant à publier en ligne sur le pardon familial et sur le fait que l'argent ne devrait pas détruire les relations. Je lui ai donné 2 choix. Soit elle payait tout d'un coup, soit elle laissait le tribunal s'en charger. Elle a effectué le virement complet le lendemain. Puis elle m'a bloqué sur toutes les applications et les réseaux sociaux. Je ne l'ai jamais débloqué. Mes parents vivent toujours dans la même maison. Je les vois environ 1 fois par mois, selon mes conditions. Je les emmène dîner. On parle comme des adultes. Parfois, c'est calme. Parfois, les silences sont un peu gênants. Mais c'est toujours mieux que des sourires forcés. Quant à moi, j'ai ouvert un tout nouveau compte d'épargne. Entièrement privé. Aucun accès partagé. Aucune transaction cachée. Juste moi, mettant de côté quelque chose pour moi, pour une fois. La semaine dernière, un cousin qui était resté neutre pendant toute cette histoire m'a envoyé un message. Il disait « Je ne t'ai jamais vu aussi serein. Ça doit faire du bien. » J'ai regardé ce message un instant. Puis j'ai répondu « C'est le genre de sérénité qu'on ressent quand on a enfin brûlé le pont sur lequel on te piétinait depuis des années. » Et tu sais quoi? Je ne regrette pas une seule allumette.